Bonjour Monsieur Dame, ici Éric Leray de l'émission Occident. Alors aujourd'hui, on a vraiment une occasion unique de recevoir un personnage politique nouveau, puisqu'on parle d'un nouveau parti politique, mais qui vient de France. Je parle du parti Reconquête. Alors il n'apparaît pas dans tous les médias parce que ça les dérange de faire leur job d'informer les citoyens. Mais là, on a l'occasion de recevoir le représentant pour toute l'Amérique du Nord. Je parle de Alain Ouellet, qui a été choisi depuis le mois de mai pour représenter la première circonscription des Français. Et vous savez qu'il y a une élection législative en complément de l'élection présidentielle qui aura lieu le 4 et le 18 juin. Alors, c'est important de donner la parole à toute la diversité de courants, et il représente quand même, sur le premier parti de France, qui est 125 000 membres en quelques mois, comme vous le savez, il y a à peu près 1500 à 2000 membres de Reconquête en Amérique du Nord, répartis sur les États-Unis, le Canada et le Québec. Alors, on est content de vous recevoir. Bonjour Monsieur Alain Ouellet. Voilà. Voilà. Bonjour, bonjour Eric. Écoutez, je suis ravi de rejoindre votre émission aujourd'hui et de pouvoir me présenter et puis de présenter mon parti Reconquête et aussi nos idées, nos convictions et nos projets pour les Français de l'étranger en Amérique du Nord. Même si le rôle d'un député est aussi, on est toujours député de la nation et qu'on fait et on vote les lois, mais néanmoins, je reste très attaché à ma circonscription. Pour commencer, pouvez-nous donner un peu la géographie de la première circonscription, ses limites et à peu près les grosses villes, on veut dire, pour marquer le territoire, quoi. Écoutez, c'est très simple. La géographie, c'est les États-Unis et le Canada dans sa totalité. Donc, Canada-Québec. On fait toujours, je sais que vous êtes à Montréal, donc on fait toujours cette distinction. Alors, les grandes zones, ce sont des zones où la population française de l'étranger est la plus représentée. Donc, on va trouver des villes comme Montréal, bien sûr, comme Québec, comme New York, comme Miami, comme San Francisco, Los Angeles, San Diego, Washington, Chicago, et d'autres villes également sur le centre et l'ouest du Canada, comme Calgary, Vancouver, etc. Donc voilà, on est censé représenter la totalité de cette circonscription. Alors c'est vrai que c'est une circonscription qui est vaste, mais mes collègues d'Asie ou d'Amérique du Sud ont à peu près les mêmes dimensions en termes de circonscription. Nous sommes 11, il y a 11 députés pour les Français de l'étranger, au contraire des sénateurs qui, eux, n'ont pas de territoire attitré. Chaque député a un territoire attitré. Et je suis donc le candidat du parti Reconquête et d'Éric Zemmour pour la première circonscription des Français de Vous l'étranger. avez, vous avez un suppléant, pouvez-vous nous le présenter Oui, rapidement, alors bien Charles sûr, Berson-Dietz? voilà, j'ai un suppléant qui s'appelle Charles Berson, qui est à Montréal, donc depuis quelques années, qui est un chef d'entreprise dans la cyberdéfense et qui est quelqu'un qui connaît bien également toutes les problématiques des Français de l'étranger et en particulier sur le Canada et sur le Québec. Voilà, j'ai également, alors je voulais en parler, un directeur de campagne, Nicolas Druet, avec qui nous avons fait ensemble la campagne présidentielle pour Éric Zemmour sur notre circonscription. Et Nicolas est également à Montréal. Donc vous voyez, on a vraiment les deux pendants, les États-Unis et le Canada. On a aussi des sympathisants et des adhérents sur la partie ouest des États-Unis et du Canada, donc du Canada anglophone, bien sûr. Et ça nous permet de vraiment suivre cette actualité qui, parfois, entre les deux pays, Canada, États-Unis et j'irais même Québec, ces trois zones, peut parfois être un peu différente. Alors, bon, on va revenir un peu sur la campagne présidentielle rapidement, bien sûr, Ouais. avant d'engager votre itinéraire personnel. Bon, on a vu que Zemmour, bon, a été utilisé pour que Le Pen arrive en deuxième tour et il a fait que 7,07%. Mais malgré cette déception, on vient d'apprendre, à 2 jours près de notre entrevue, le 18 dernier,
que Zemmour inscrivait donc son engagement politique sur le long terme, et ça c'est rassurant, puisqu'il va être candidat dans la quatrième circonscription dans le Var, sur la commune de Coguelin et Saint-Tropez, et face à Sereine Mauborge de La République En Marche et de Philippe Lothiau du Rassemblement National. Alors, pouvez-vous nous dire rapidement votre sentiment par rapport aux résultats finaux et en même temps l'union de la droite, hein, là, dans le cadre de l'élection de la quatrième circonscription, on voit que Philippe Lothiau se maintient face à Zemmour. Oui. Écoutez, je pense que vous avez raison, Éric, de le préciser. L'action d'Éric Zemmour et du parti Reconquête est sur la durée. C'est pas quelque chose de, comme certaines personnes pouvaient l'imaginer, un spot pour les élections présidentielles. Loin de là. On savait pertinemment que sur les élections présidentielles, ce ne serait pas facile. Il y a eu des événements. Alors, on sortait de la pandémie du Covid, on rentrait dans une guerre aux portes de l'Europe. Donc, tout ça a joué en la faveur d'un vote utile un peu différent. C'est vrai qu'en quelques jours, on est passé de sondages qui nous donnaient pour Éric Zemmour 18%. À quelque chose inférieur à 10%. Alors, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas une déception, mais notre capacité à avoir construit en quelques mois un parti politique qui est aujourd'hui le premier parti de France avec plus de 125 000 membres et environ 1500 dont 1500 sur l'Amérique du Nord, prouve quand même qu'on a une adhésion forte à nos convictions, à nos idées, à faire en sorte que la France reste la France et que l'on reste attaché à son histoire, à sa culture, et de façon à prolonger le travail qui a été fait pendant la campagne présidentielle et qui sera fait pendant la campagne législative, bien après. Donc, ce parti va continuer d'exister. À terme, il regroupera forcément l'union des droites, parce que si vous regardez le paysage politique tel qu'il est aujourd'hui, il est arrivé avant les Républicains, hein. Oui, il est arrivé avant les Républicains. Ben oui, puisque les Républicains n'ont même pas fait 5%. La même chose d'ailleurs sur l'Amérique du Nord. Alors sur l'Amérique du Nord, on a frôlé quand même les 10%. Et juste pour... alors non pas que je sois chauvin sur l'État dans lequel j'habite, qui est la Floride, mais en Floride, on a fait plus de 25%. Donc, ce qui est un score non négligeable. J'espère que je retrouverai au minimum ce score aux législatives. Néanmoins, ce parti va continuer d'exister et à un moment ou un autre, de toute façon, ce sera le parti de l'union des droites. Parce que regardez ce qui se passe. Et LR est en pleine dislocation. Les gens de LR, une partie va chez Macron, une autre partie reste on ne sait où. Le Parti socialiste n'existe plus. Mélenchon a mis un chapeau sur tous les partis de gauche. Donc on se retrouve aujourd'hui entre deux partis qui sont d'un côté un parti islamo-gauchiste et les filles, NUPS, je ne sais pas trop, enfin NUPS n'est même pas un parti. De l'autre côté, un parti, on va dire, de centre. Alors on ne sait pas si centre-droit ou centre-gauche, ça va, ça vient. C'est le en même temps d'Emmanuel Macron, donc on ne sait pas trop. Là, il semblerait qu'il soit plus à gauche aujourd'hui. Et quand on regarde la composition du nouveau gouvernement qui est tombé aujourd'hui, on a vraiment l'impression que Emmanuel Macron est en train de rejoindre le parti de Mélenchon. D'ailleurs, moi je dirais à Mélenchon, si j'avais en face de moi, ce n'est pas la peine que vous vous présentez comme Premier ministre, vous avez votre gouvernement aujourd'hui. Donc, et c'est la vérité, c'est pas la peine. Il va perdre du temps, qu'il laisse le gouvernement tel qu'il est. Quand on voit la personne qui a été nommée au ministère de l'Éducation, Monsieur Pape Ndaye, donc moi j'ai rien contre cette personne, mais c'est un intellectuel indigéniste qui prône la culture woke, qui est un adepte de la cancel culture. Donc, vous voyez dans quelle direction on est en train d'aller. D'ailleurs, j'ai entendu que Mélenchon était ravi de la nomination de ce ministre. Et avec un premier ministre, enfin une premier ministre issue de la gauche, mais là, je suis sceptique parce que ça ne l'a pas empêché de mettre à la porte 15 000 soignants
ou aides-soignants qui n'avaient pas été vaccinés et qui ne sont toujours pas réintégrés d'ailleurs en France. Donc On va voilà, revenir sur... Ok. On va revenir sur le. Excuse-moi excusez-moi de pas de vous bloquer problème. parce que on va revenir. Il est prévu d'aborder ce sujet d'un peu plus tard parce que je voulais quand même vous présenter personnellement parce que vous êtes quand même Oui, quelqu'un de pas très connu. Enfin, donc on va essayer parce que bien sûr, il y a un nouveau gouvernement. On vient de choisir une nouvelle première ministre, une première femme depuis Cresson. Donc c'est oui, évident que vous allez avoir un mot à dire là-dessus. Alors, je relevais une phrase que vous avez dit. Je suis candidat car j'aime profondément la France et je suis sincèrement inquiet pour son avenir, raison pour laquelle j'ai immédiatement adhéré au Parti Reconquête dès sa création, donc on va voir pourquoi. Mais vous êtes né en Bretagne, et de père berbère et de mère bretonne. Alors je trouve ça intéressant parce qu'on se rappellera que le 18 juin 1940, quand De Gaulle a lui compris aussi que la France était en danger, il a préféré, donc après sa carrière militaire qu'on connaît, aller en Grande-Bretagne et les premiers marins, les premiers personnes, enfin français, patriotes qui ont été le rejoindre, c'est 120 Bretons de l'île de Sein. Comme quoi on peut défendre sa langue, son histoire et sa culture, et en même temps adhérer aussi à quelque chose de plus grand que nous, c'est-à-dire la France et surtout la civilisation derrière, qu'il y avait derrière, parce qu'on était quand même confronté au nazisme allemand et puis par la suite après au communisme. Alors, donc là, à ce moment-là, on sent que quand même De Gaulle, déjà, même en Bretagne d'ailleurs, vous me dites que votre famille est issue d'une famille de résistants, de combattants à la première oui. guerre mondiale, comme dans Bien la la grande deuxième. tradition bretonne. On a un monument très important en Bretagne qui est Sainte-Anne-d'Auray, qui représente tous ces morts de la guerre 14-18, et aussi à la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous avez un ancrage dans la résistance déjà. Oui, oui, tout à fait, parce que alors pour vos auditeurs, donc je m'appelle Alain Ouellade, je suis né à Laval dans la Mayenne, donc voilà. La famille de ma mère est toute issue de cette région entre Rennes et Laval, alors un peu au-dessus, un peu en dessous. Euh, on était dans cette région, enfin notre famille était depuis très très longtemps. Mon grand-père maternel a fait la première guerre, mon arrière-grand-père a fait la première guerre mondiale, il était maréchal ferrant. Mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale, donc avec De Gaulle d'ailleurs, il a eu l'occasion de le côtoyer. Moi, j'ai été élevé au départ en Bretagne, donc dans une famille gaulliste, je veux dire. J'ai été baigné dans cette ambiance, et c'est vrai que vous avez raison. Quand on parlait de Gaulle à la maison, je sentais bien que mes arrière-grands-parents ou mes grands-parents que j'ai connus avaient la fibre gaulliste et ne pouvaient que remercier tout ce que De Gaulle avait pu faire pour la France. Et c'est pour ça que je suis dans cette lignée des gens qui sont attachés à la France, attachés à son histoire et à sa culture, et que quand vous avez dit pourquoi je voulais que la France reste la France, bien tout simplement parce que je vois, vous savez, quand on est expatrié, on revient en France, on a des photographies instantanées à des moments, et à deux temps différents, on s'aperçoit du délitement de la France et de ce qui se passe en France. Alors, sans compter tous les problèmes de sécurité, de justice, etc., j'en passe les meilleurs. Donc, moi, en plus, j'ai une particularité par rapport à d'autres sujets, c'est qu'après de Bretagne, j'ai vécu, mes parents sont allés dans la région parisienne pour des raisons professionnelles, donc j'ai vécu dans les banlieues nord de Paris toute ma jeunesse, et là, je peux voir aujourd'hui la banlieue que j'ai connue et la banlieue de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et là, je peux vous assurer, mon cher Eric, que c'est vraiment catastrophique. Et je vais même vous faire une confidence. Aujourd'hui, je suis passé il n'y a pas très longtemps, parce que par hasard, dans les quartiers où j'ai habité, et je me disais, je ne pourrais même plus amener mes enfants et leur montrer ce que c'est devenu, parce qu'ils me diraient, papa, mais c'est pas possible, tu n'as pas pu vivre ici. Comment as-tu fait pour vivre dans cet environnement? Tellement c'est devenu quelque chose d'inexplicable. Alors, on l'a vu quand Éric Zemmour est allé dans certains quartiers, est allé dans les quartiers du Crac, etc. D'ailleurs, quand il est allé à la porte de la Villette, qui était un quartier que je connaissais bien, où il y avait un marché,
la journée où les familles venaient avec les enfants, etc. C'était à la fois on venait faire des achats et on venait se promener. Et tout ça a disparu, tout ça a été laminé d'un seul coup par une immigration totalement incontrôlée, par un laxisme de la justice. Enfin bon, je vais pas vous dépeindre le tableau complètement. Je pense que vous avez bien compris Mais alors, ce qui s'est justement, passé. je rebondis sur vos propos parce que vous avez quand même beaucoup de points communs avec Zemmour, outre le fait Oui, qu'il soit sympathique, intelligent et réactif, c'est qu'il a des origines kabyles, oui, berbères, algériennes, comme vous. comme moi, oui. Et il a aussi un lien avec la communauté juive, comme on le sait, puisqu'il est lui-même juif. Oui, Mais votre femme aussi fait partie de ces communautés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, ici, on va recevoir le président Memri, qui va annoncer la constitution kabyle qui va être créée dans quelques jours, le 19 mai, enfin, oui. même ce week-end, là. Et puis, on a reçu aussi, on a fait le festival du film israélien de Montréal, donc on a des Alors, liens très intéressants. Donc, je suis sûr que beaucoup de gens d'origine, disons, du Maroc ou d'Algérie, ou enfin du Maghreb, quoi, qui sont très présents à travers la communauté séfarade, vont être intéressés par votre candidature et vous, disons, s'intéresser à votre parcours. Alors, vous êtes marié, père de 3 enfants. oui. Vous voulez, comme vous le disiez, défendre les intérêts de la famille pour l'éducation des enfants et proposer des réformes nécessaires. On va revenir. Alors, moi, je voulais voir, parce qu'en Bretagne aussi, on a cette expérience de l'immigration, et ça, vous êtes pratiquement, en ayant vécu vous-même de l'intérieur, comme beaucoup de Bretons qui arrivaient à la gare Montparnasse, à la mission bretonne, rattachée au diocèse de Vannes, avec le père François Le Caménière, que j'ai bien connu. On sent bien que, disons qu'en matière d'immigration, vous savez faire la différence entre l'immigration d'intégration et l'immigration de remplacement, on va dire. Oui, oui, alors tout à fait. Alors moi, je ne vois pas l'immigration d'un appartement du 7e arrondissement aux abords du Champ de Mars ou de la Tour Eiffel, parce que je l'ai vécu et j'ai toujours d'ailleurs de la famille, donc je le vis toujours également. Et je vois la grande différence entre une immigration qui avait lieu dans les années, on va dire 50, 50, 60, qui était une immigration alors pas forcément maghrébine uniquement, hein, portugaise, espagnole, italienne, voilà, avec des gens qui sont venus, qui n'avaient qu'un intérêt, c'était de travailler et de faire en sorte que leurs enfants reçoivent une éducation pour accéder à certains métiers, alors que ce soit avocat, médecin, chef d'entreprise, etc. Donc c'était une immigration totalement différente. Et ces gens-là, d'ailleurs, avaient mis de côté l'aspect religieux, j'ai l'impression, parce que on n'en voyait pas beaucoup, ou alors ils pratiquaient leur religion chez eux, discrètement, voilà, sans quoi que ce soit de particulier. Et par contre, ils avaient une conviction et, je veux dire, un projet qui était que leurs enfants soient complètement assimilés dans la société française et fassent partie intégrante de la société française et adhèrent aux valeurs de la République française. Et tout ça a complètement changé avec les nouvelles vagues d'immigration. Alors déjà, les nouvelles vagues d'immigration, elles sont plus complexes parce qu'elles peuvent être aussi européennes parce que l'Europe est passée de 10 à 27 en peu de temps. Donc, automatiquement, il y a eu aussi cette immigration. Et puis aujourd'hui, on a une immigration, je veux dire, via Moyen-Orient. On a une immigration subsaharienne également importante. L'immigration maghrébine doit continuer certainement. Et la France, je pense, alors moi, je veux dire, on ne peut pas me taxer d'être raciste ou quoi que ce soit, ce sera difficile. En plus, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis marié, mon épouse a des origines juives, donc alsaciennes, donc vous voyez, donc difficile. D'ailleurs, et moi, je suis très implanté dans la communauté juive parce que j'ai toujours travaillé avec eux quand j'étais en France et même ici, etc. Et ce sont des amis et moi, je respecte, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai un profond respect pour Israël de toute façon. Et je pense qu'aujourd'hui, on a laissé entrer une immigration qu'on n'a pas contrôlée et que la France ne sait pas gérer. Vous arrivez à la porte de la Chapelle à Paris, vous voyez
toutes ces petites tentes autour du périphérique de l'autoroute, etc., et même jusqu'aux les zones de crack, etc. Vous voyez des femmes, je veux dire, enceintes avec des bébés, dormir sur des cartons, etc. Est-ce, honnêtement, est-ce que c'est l'image qu'on veut donner de la France et est-ce que c'est l'immigration que l'on souhaite? Je ne pense pas. Alors bien sûr, quand on est caché à l'Élysée ou qu'on est dans les beaux quartiers parisiens, voilà, on peut toujours faire de la démagogie. Mais moi, je ne suis pas un démagogue. Et comme vous le disiez, Eric, je suis issu de la société civile. Alors, je me considère comme un politique aujourd'hui parce que je fais de la politique, mais je ne suis pas un politicien. Je ne manie pas la langue de bois. Je regarde mon pays, je regarde ce qui se passe et je veux faire des choses pour le sauver. On va revenir sur votre parcours professionnel, mais j'aimerais quand même qu'on aborde votre arrivée en politique. Alors, vous Oui. dites que je suis de droite, de tradition libérale, gaulliste et patriote. J'ai grandi dans une famille gaulliste qui a souffert de plusieurs guerres et s'est battue Oui. comme vos familles pour garder cette France qui est la nôtre. On en parlait tout à l'heure dans vos Ouais. origines. Mais j'aimerais savoir pourquoi, qu'est-ce qui vous a fait entrer en politique, comme on rentre en religion, comme on dit. Est-ce que vous sentiez qu'il y avait un besoin d'intervenir, que vous vouliez, disons, avoir un rôle comme représentant de la société civile, justement, à l'inverse de ce qu'on voit le plus souvent en France, c'est-à-dire que quand on sait qu'il y a un citoyen sur quatre qui est fonctionnaire et que beaucoup de fonctionnaires ne sont pas élus et ont des postes à responsabilité en politique, quoi. D'accord. Écoutez, j'avais déjà participé à deux campagnes électorales dans la ville où j'habitais en France, puisque mon épouse faisait partie du conseil municipal. Et puis, donc, j'ai aidé autant faire que se peut à l'époque le maire qui avait été élu d'ailleurs au deuxième, enfin, au deuxième mandat, qui était un indépendant, mais proche à l'époque du RPF, donc proche de gens comme De Villiers, Charles Pasqua, etc. D'ailleurs, qu'Éric Zemmour cite souvent hein, comme étant des figures emblématiques de la droite. Et puis après, quand je suis arrivé aux États-Unis, il est clair que, bon, absorbé par l'intégration sur le territoire américain, plus la famille, les enfants, la scolarisation des enfants, etc., je n'ai pas eu le temps de revenir sur la politique. Et je suivais Éric Zemmour depuis très longtemps comme journaliste, essayiste, polémiste. J'ai lu pas mal de ses livres. Et quand j'ai vu qu'il était sur le point de se présenter, qu'un parti politique était en train de se créer et que j'adhérais à la majorité de ses idées, tout de suite, j'ai fait partie des adhérents pionniers. Donc, j'ai adhéré à Reconquête. D'ailleurs, je suis fier, j'ai une carte d'adhérent pionnier, je trouve ça très bien. Et ensuite, ce que j'ai fait, j'ai contacté la structure en Amérique du Nord, dont s'occupe Nicolas Druet, qui est maintenant mon directeur de campagne, qui est le référent pour l'Amérique du Nord. Et ben, j'ai travaillé sur la campagne présidentielle. Voilà. Et Avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez un personnage politique qui vous a inspiré, je ne sais pas moi, Ronald Reagan ou Trump ou un autre personnage? Enfin, je veux dire, est-ce que écoutez, oui, j'ai été pas mal inspiré par Ronald Reagan à l'époque, parce que j'avais trouvé, même s'il n'a fait qu'un mandat, j'avais trouvé que c'était un président américain plutôt bien pour les États-Unis, mais je suis inspiré par beaucoup. Bon, bien sûr, De Gaulle m'inspire énormément, Napoléon également. J'adore également Louis XIV, parce que je considère qu'il fait partie des gens qu'on fait la France et son histoire et sa culture. Donc voilà. Et puis, bon, j'ai beaucoup aimé Pompidou quand il a été Premier ministre et malheureusement, il n'est pas resté longtemps président de la République. Mais après, il y avait d'autres personnes comme Chaban-Delmas, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, depuis l'ère Mitterrand en France, j'avoue que ça fait quand même, donc depuis 1981, hein, si je ne me trompe pas sur les dates, donc ça fait 40 ans, 40 années où la France est en décadence.
Et c'est juste après Giscard d'Estaing, parce qu'on se rend compte que tous les grands projets qui fonctionnent aujourd'hui, que ce soit le TGV, le Concorde, etc., enfin à l'époque le Concorde, mais Airbus, etc., ou le nucléaire, malheureusement, qui est dans un piteux état aujourd'hui, ce sont des projets qui ont été initiés soit sous l'époque de De Gaulle, de Pompidou ou de Giscard d'Estaing. Alors, votre itinéraire professionnel, donc vous êtes un ingénieur en électronique de formation, Formation, donc ouais. ça c'est en France, donc titulaire d'un exécutif MBA HEC de Paris, qu'on connaît bien parce Oui. qu'on a l'équivalent ici à HEC à Montréal. L'équivalent ici. Voilà, tout Et à fait. alors, avant de venir aux USA, vous dirigiez et vous avez été actionnaire pendant plusieurs années d'une PME française dans les nouvelles technologies qui avait Oui. introduit en bourse Alternex et a ensuite exercé Oui. pendant plusieurs années une activité de conseil en stratégie d'entreprise dédiée aux PME et TPE en France et aux États-Unis. Alors, parlez-nous un peu de cette expérience, puis après on va venir à votre activité aux D'accord. États-Unis. Alors, l'essentiel de ma carrière, je l'avais fait dans des grands groupes internationaux. Et après, j'ai eu l'occasion de racheter une entreprise avec deux associés. Donc, on a remis l'entreprise sur pied, etc. On l'a rendue très profitable. On a fait ce qu'on appelle un LBO, leverage buyout. Et après, j'ai introduit la société en bourse. Voilà. Donc, j'ai dirigé cette société pendant à peu près une dizaine d'années, donc qui était une PME, mais une PME d'une certaine taille quand même. Et donc, j'ai goûté en passant du grand groupe à la PME, j'ai goûté à l'entrepreneuriat et à la PME. Voilà. Et quand j'ai arrêté avec cette société, mes concurrents sont venus me chercher pour faire du conseil pour eux. Donc, vous voyez, comme quoi, voilà. Donc, j'en ai fait. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, en fait, à l'origine, je suis venu aux États-Unis pour accompagner, on a accompagné nos enfants qui faisaient leurs études universitaires. Donc, c'était la raison, une des raisons majeures. Voilà. Donc, et quand je suis venu, j'ai continué à faire du conseil pour des PME françaises qui voulaient s'implanter en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis. Voilà. Je l'ai fait pendant quelques années. J'ai rencontré mon futur associé en faisant du conseil pour lui. Voilà. Et aujourd'hui, je dirige une entreprise avec lui dans le mobilier de bureau. Voilà. D'accord. Alors, Là, actuellement, je me suis mis en dehors de l'entreprise pour mener ma campagne. Et d'ailleurs, si je suis élu député, je pense, je me consacrerai 100% à ma fonction de député. alors, vous avez choisi quelle région, Miami? Enfin, je veux dire, quelle région vous avez préférée? Alors, j'hésitais parce que comme j'étais dans les nouvelles technologies, j'avais beaucoup de relations avec la côte ouest américaine, donc on va dire San Francisco, Los Angeles. Et en fait, pour des raisons peut-être un peu familiales, et puis Los Angeles et San Francisco sont de très très grandes villes, et j'avais des amis sur la Floride. Donc voilà, tout bêtement, je veux dire, on a décidé de s'installer en Floride. Voilà. D'accord. Alors, ce qu'on ne sait pas, peut-être, ou ceux qui vous connaissent sûrement, mais c'est que vous avez été aussi président de la Chambre de commerce franco-américaine Oui, pendant plusieurs années. Est-ce que oui. c'est toujours le cas ou est-ce que, en tout cas, vous restez Non, c'est plus le consultant? cas. Non, 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 mon mandat s'est arrêté. En fait, j'ai été président de la Chambre franco-américaine de commerce de Floride pendant quelques années. J'ai été vice-président pour l'ensemble des chambres franco-américaines aux États-Unis, donc au niveau national. Et j'étais administrateur à Paris, à la Chambre de commerce et de l'industrie France Internationale, qui est la partie qui gère justement les chambres de commerce à l'international. Voilà, donc ça m'a permis de voir un petit peu tous mes compatriotes, États-Unis, Canada et voir même d'autres pays. Et surtout, ben, vous savez, quand un entrepreneur vient vous voir, quand vous êtes président d'une chambre de commerce, il vous parle de ses problèmes d'entreprise, d'entrepreneuriat, mais il vous parle aussi de ses problèmes personnels, des écoles pour les enfants, de son problème de visa, d'immigration, de son problème de sécurité sociale, euh, voilà, de ce problème de la fiscalité, etc., etc. Donc, ça m'a permis. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles aussi je me suis lancé dans la candidature aux législatives, parce que je pense avoir quand même une bonne connaissance du terrain de l'Amérique du Nord et des problématiques des Français d'Amérique du Nord. Hmm. Alors, parlez-nous aussi en charge, vous étiez en charge de la coordination du Team France Export pour l'Amérique du Nord. Oui. Ça consistait à quoi?
Alors, tout simplement, je l'ai fait quelque temps. Il y a eu un projet initié par Business France, qui est l'organisme français pour l'implantation des entreprises et également l'implantation des entreprises américaines ou autres vers la France. Et il y a eu un projet qui s'appelle Team France Export, qui était en fait pour créer une sorte de guichet unique en France pour les entrepreneurs qui voulaient exporter ou s'implanter. Et après, il fallait faire le lien avec les chambres de commerce d'Amérique du Nord. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec toutes les chambres de commerce et avec celle de Montréal, d'ailleurs, également, de façon à voir comment on pouvait implanter ce projet en Amérique du Nord. Voilà. D'accord. Alors, bon, Donc, vous avez été à responsabilité, on le comprend, vous avez une large expérience dans le monde de l'industrie, d'ailleurs c'est votre point fort, outre ouais. les enjeux de l'identité autour de l'immigration. Mais vous avez été donc trésorier, administrateur, président, représenté des Avec, filières industrielles auprès des pouvoirs ouais, publics français et européens. ouais. Et vous avez fait donc carrière dans des groupes internationaux ou locaux. Et vous avez vous-même été entrepreneur, on le comprend. Alors, on va passer plutôt là au programme de Zemmour et puis bien sûr on va insister sur votre, disons, la façon dont vous accueillez ce programme et comment vous le ressortez pour notre environnement, on va dire américain. Euh, euh, alors, par exemple, bon, le programme de Zemmour se tourne, on peut le consulter, messieurs, dames, vous pouvez aller sur Internet, hein, Reconquête, programme, vous avez ça, Il est sur mon site également, et sur votre site aussi, tout à fait. alainwellage2022.fr. Voilà. Bien, et à ce moment-là, bon, vous allez voir, vous pouvez télécharger le PDF. Et il y a trois thèmes majeurs, c'est reconquérir notre identité et notre souveraineté, reconquérir notre excellence et notre prospérité, et reconquérir notre art de vivre et notre fraternité. Alors on va aborder, on ne peut pas faire tous les sujets, on va aborder 2-3 points pour chaque. Et comme ça, on va donner la parole à Alain pour qu'il puisse s'exprimer. Voilà. Bien sûr, on va parler d'un sujet qui est arrêter l'immigration pour préserver notre identité. Alors, il y a quelques solutions, donc je voulais avoir votre avis. Supprimer les dispositifs qui attirent l'immigration, l'éloignement des étrangers indésirables, véritable politique d'assimilation, un terme à l'islamisation de notre pays, renforcer et soutenir la police. Une justice ferme et efficace, c'est clair que quand on voit des attaques qui sont faites par des gens qui sont identifiés depuis des années avec des dizaines et des dizaines mais qui sont toujours libres. Et puis rendre la paix aux Français et rétablir l'ordre. Donc voilà quelques pistes. Comment vous voyez ça et comment vous essayez de voir la comparaison avec l'Amérique du Nord, par exemple? Écoutez, on est dans une situation un peu différente de l'Amérique du Nord, il y a cette fameuse Europe des 27. Mais ce qu'on veut, nous, c'est mettre fin à cette fuite en avant du fédéralisme que prônent les instances européennes. Et on est pour une Europe des nations. Voilà. On refuse aujourd'hui tout nouvel élargissement de l'Europe, parce que ce serait complètement, je veux dire, quasi même, je dirais même, ce ne serait pas jouable et ce serait même impossible. On veut reprendre également le contrôle de nos frontières, parce que vous avez vu que les frontières européennes, ben, c'est une passoire. À partir du moment où un immigré clandestin arrive dans un des pays des 27, et ben après, il circule quasi librement sur la totalité du territoire. Donc, on prône vraiment une Europe des nations, parce que l'Europe n'est pas d'une nation. Alors, on ne veut pas sortir de l'Europe. Hein, il n'y a pas pour rassurer les auditeurs, il n'y a pas de Frexit dans le programme d'Éric Zemmour, mais on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas non plus de supranational de l'Europe qui viendrait empiéter sur nos lois nationales. Donc, il faut vraiment que nos lois nationales reprennent le dessus et qu'elles ne soient pas bloquées par des lois européennes dont bien souvent on ne sait pas vraiment qui les a rédigées, qui les a votées, etc. Parce qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de lobbies. Et d'autre part, on sait que Bruxelles, il y a certains pays, pour ne pas les citer, l'Allemagne, qui sont quand même prédominants et qui imposent un certain nombre de points. Alors d'ailleurs, j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, Madame von der Leyen, elle souhaitait non plus que les lois européennes soient votées ou les décrets
à la totalité des 27, mais faire une sorte de majorité, comme ça, ce qui empêcherait tout pays de pouvoir se mettre au travers de quelque chose qui ne correspond pas aux souhaits de la nation française. Voilà. Alors, pour illustrer vos propos, je voudrais avoir un peu la position par rapport de Reconquête sur l'attaque de la Russie sur la démocratie ukrainienne. Bon, depuis 2014 avec la Crimée et puis bon, les différents massacres qu'on voit de part et d'autre. Quelle est votre position de Reconquête sur cet enjeu? Écoutez, c'est une question très délicate. Je pense qu'aussi bien le parti Reconquête que moi-même ou Éric Zemmour, on est pour la paix, on est pour une solution diplomatique qui amène à la paix, parce que c'est vrai que c'est dramatique, il n'est pas souhaitable que cette guerre continue. D'ailleurs, on n'aurait jamais pu imaginer qu'il y ait une guerre de ce type en 2022. Donc nous, on est pour des solutions diplomatiques, discrètes et qui amènent à la paix. Par contre, on est contre l'agitation médiatique, communicante de certains chefs de gouvernement ou chefs d'État qui, pour montrer qu'ils font des choses, communiquent énormément. Je pense qu'il y a deux pays qui ont fait des choses, qui ont pas mal avancé, qui sont Israël et la Turquie, de façon discrète. Eh bien, je pense qu'il faut que la France en fasse autant. Moi, je ne critique pas ce que Emmanuel Macron fait, bien au contraire, je pense que ça va certainement dans le bon sens, mais faisons la diplomatie, ça se fait discrètement. Alors, c'est important pour Zemmour, en tout cas dans le programme, rétablir la place de la France dans le monde comme puissance d'équilibre et renforcer Oui. l'excellence et l'indépendance de notre défense nationale. Alors, quel est le rapport à l'OTAN pour Reconquête? Alors, le rapport à l'OTAN, donc Éric Zemmour l'a confirmé, on ne veut pas sortir de l'OTAN, on veut juste sortir du commandement de l'OTAN, donc comme ça l'était, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui nous a remis dans le commandement intégré de l'OTAN, mais on veut rester dans l'OTAN. Ensuite, on veut conserver notre outil militaire, qui est important, puisque de facto, en Europe, il n'y a que deux pays je veux dire, qui ont une armée digne de ce nom, qui sont l'Angleterre et l'Allemagne, l'Angleterre étant sortie, l'Angleterre et la France, excusez-moi, l'Angleterre étant sortie de l'Europe, et on voit bien de toute façon que la construction d'une armée européenne, c'est quasiment impossible. Regardez avec ce qui s'est passé, le gouvernement allemand et le Bundestag viennent de voter un budget de 100 milliards d'euros pour l'armée allemande. Les premières choses que vont faire les Allemands, c'est acheter des F-35 américains au lieu d'acheter le Rafale français. Et ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, hein. Il y a d'autres pays qui ne jouent pas la carte européenne. Donc ça veut dire que de toute façon, les projets d'avions de combat européens tels qu'ils avaient été mis sur la table et avaient démarré, a priori, c'est une hérésie totale parce que ça n'arrivera pas. Donc on doit conserver notre armée, on doit la renforcer, on doit augmenter les budgets militaires quand on se rend compte aujourd'hui quand même des dangers qu'il peut y avoir même en Europe. Alors, on va passer au deuxième thème qui est reconquérir notre excellence et notre prospérité. Alors, c'est votre point fort, on va dire, en tant qu'entrepreneur et connaissant bien le monde de l'entrepreneuriat et de l'industrie. Alors, ça passe bien sûr par la formation, donc il y a rénover notre enseignement supérieur et investir dans notre recherche, refaire de notre pays une terre d'industrie et baisser les impôts. Alors, on voit qu'il y a un vrai programme conservateur, classique, libéral qui se met en place. Quelle est votre position? Alors, il y a aussi mais bon, je ne veux pas vous embêter avec les notions de numérique, mais vous êtes quand même dans les nouvelles technologies. Il y a quand même construire notre souveraineté numérique qui Oui. apparaît important, surtout à l'ère de la révolution post-industrielle. Ben, bien sûr, la souveraineté numérique est importante, donc il faut y mettre les moyens. Donc ce sont des gros budgets. On a quelques entreprises qu'on qualifie de licornes en France, ou même moins grosses, des PME ou TPE ou de taille intermédiaire qui sont capables de faire des choses. Il faut les aider de façon ciblée.
Donc, ça veut dire qu'il faut que des budgets soient alloués de façon ciblée sur ces entreprises qui seront demain peut-être les futures entreprises internationales du numérique. Donc ça, c'est impératif. Ensuite, moi je crois qu'il faut arrêter la désindustrialisation de la France qui continue. Regardez ce qui fait la force de l'Allemagne ou de l'Italie. Ils ont des balances commerciales excédentaires. Nous, je vous rappellerai, Eric, qu'on a une balance commerciale déficitaire de plus de 100 milliards d'euros. C'est énorme. Et pourquoi? Parce que la France ne table que sur ses grands industriels. Alors, on a quelques industries. On a l'industrie du luxe qui se porte bien. On a l'industrie de l'aviation qui se porte bien avec Airbus, etc., ou même l'armée, les matériels militaires. Mais on a complètement et totalement oublié nos PME. On les a complètement oubliés. Alors, ça fait, je ne sais pas, 30 ou 40 ans que j'entends des gouvernements dire on va aider nos PME, mais personne n'a jamais aidé nos PME, en réalité. Donc, il faut aider les PME et ce sont les PME qui, demain matin, redonneront une balance commerciale excédentaire. Et si on ne l'a pas compris, c'est très grave. Donc, il faut mettre en place toute une chaîne de la valeur pour aider nos PME. Il faut les aider à exporter, il faut les aider à s'implanter. Et moi, j'ai des idées. Alors, je ne vais pas les détailler aujourd'hui parce que c'est un sujet que je connais bien. Mais une entreprise française, quand elle arrive en Amérique du Nord ou d'ailleurs dans d'autres pays, elle a face à elle une multitude d'organisations, gouvernementales ou non gouvernementales. Donc, je ne vais pas les citer parce que ce ne sont pas les femmes et les hommes qui constituent ces organisations qui sont en cause. C'est l'organisation elle-même. Moi, je suis le grand partisan d'un guichet unique pour les entrepreneurs. Et ce guichet unique devra faire le travail derrière pour soutenir ces entrepreneurs qui veulent exporter ou venir en Amérique du Nord. Le plus gros problème aujourd'hui pour qu'un entrepreneur ne vienne pas, c'est parce qu'il ne se sent pas soutenu. Il y a eu des études qui ont été faites et c'est très très clair. Et à un moment, comme ils ne se sont pas soutenus, il se dit, et c'est normal, pourquoi je vais prendre le risque de mettre en péril mon entreprise en allant m'implanter ou exporter, alors que finalement, je ne suis quand même pas si mal sur mon marché français. Donc, ces gens-là, il faut vraiment les aider, il faut les convaincre, mais il faut les aider, il faut les accompagner, il faut les soutenir. Et quand ils arrivent sur le territoire, il faut qu'ils aient un interlocuteur avec lequel ils vont travailler. Et les interlocuteurs, alors moi, j'ai rien contre les énarques ou les polytechniciens, mais il faut que ce soit des gens qui ont déjà dirigé des entreprises, qui ont déjà fait de l'implantation à l'étranger. Moi, je suis un homme de terrain et je crois beaucoup. Alors, quelle que soit l'école dont on est issu, peu importe, hein, on peut être HEC, on peut être X, on peut être ESSEC, on peut être peu importe, on peut être de UM, l'Université de Montréal, mais il faut avoir pratiqué, il faut avoir été un chef d'entreprise pour comprendre les problématiques des chefs d'entreprise. Alors, pour continuer dans cette logique de moins d'État, mais en même temps, ou mieux d'État, c'est-à-dire plutôt comme mieux disait d'État, Bastia, et peut-être pour moins cher. Et pour moins cher, oui. Alors, il y a aussi tout le thème de reconquérir notre art de vivre et notre fraternité. Alors, dans le socle de la transmission, alors, on parle de transmission culturelle, mais aussi de transmission du patrimoine. Là aussi, il y a des projets de baisse d'impôts et de baisse de pourcentage. Sarkozy avait commencé, mais il faudrait compléter ça, parce que c'est quand même dommage que des chefs d'entreprise ou des personnes qui ont travaillé toute leur vie ne peuvent pas transmettre leur patrimoine à leurs enfants. Oui. Enfin, bon. Rendre aux grands âges des conditions de vie honorables, faire de notre modèle social une force pour la nation. Donc on voit bien que Reconquête ne remet pas en cause le modèle social, mais essaye plutôt de lui donner des garanties de succès et donner un nouveau souffle à la liberté d'expression. Alors ça m'intéresse parce que Zemmour venant des médias et vu ce qu'il a vécu pendant des années, je trouve ça intéressant que vous soyez le porte-parole un peu de ce que nous on défend ici à Lux Média, justement de cette liberté d'expression qui nous manque un peu partout et pas seulement en France. C'est sûr qu'en France, on a été un peu, bloqué par des médias bien pensants. Quand on regarde, d'ailleurs, moi je regarde la télévision française, j'ai cette chance de pouvoir la recevoir. C'est vrai qu'il y a peu de médias qui nous ont soutenus.
malheureusement, et qui ont même un peu fait en sorte de mettre nos idées intéressantes, comme celles que vous venez de citer, sous la table et ne montrer que des côtés négatifs de notre programme, alors qu'il y a eu tout un travail de fait avec un programme qui a été très détaillé, il suffit d'aller sur le site, qui a été chiffré également. Et vous avez raison, Éric Zemmour ne veut surtout le parti Reconquête et moi-même également, on ne veut pas détruire le modèle social français, on veut garder le système de retraite par répartition, qui est un système peut-être unique au monde et qu'il faut garder, qu'il faut peut-être améliorer, qu'il faut peut-être, il y a peut-être quelques petits choses. De privé, peut-être mettre une dose de privé. Je suis pas sûr, il faut voir, mais si on met une dose de privé, il faut le faire, je veux dire, dans le temps, avec modération. On ne peut pas passer de toute façon d'un système par répartition à un système privé du jour au lendemain. Notre système a juste un souci, c'est l'équilibre lié à la pyramide des âges. Et c'est pour ça que Éric Zemmour a proposé la retraite à 64 ans, alors bien sûr étalée sur plusieurs années. Voilà. Et c'est vrai que l'espérance de vie aujourd'hui est un peu différente. Moi, j'ai 66 ans et je continue à travailler et je ne me vois pas arrêter de travailler. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, un des aspects importants de cette partie reconquérir notre art de vivre et de notre fraternité, c'est aussi de consolider les liens qui unissent les Français de l'étranger à la France. Ça rentre tout à fait dans votre mandat. Oui. Est-ce que c'est votre priorité ou est-ce que vous en avez d'autres comme votre programme, on va dire pas personnel, mais disons, comment vous êtes réapproprié le programme de Alors, reconquête et ça, c'est un des aspects importants pour oui, les liens. vous avez raison, Eric, parce que tous les aspects dont on a parlé jusqu'à maintenant sont des aspects plutôt nationaux français, mais il y a des aspects locaux, en particulier sur notre circonscription. Et c'est vrai que nous, on veut vraiment faire en sorte que les citoyens français de l'étranger, je dirais hors Europe, ne soient pas considérés comme des citoyens de seconde zone. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes français à l'étranger, en Espagne, en Italie, en Allemagne, etc., bah, vous êtes considérés comme des Français et vous accédez à peu près à tous les bénéfices qu'un citoyen français en métropole ou au territoire d'outre-mer peut accéder. Mais quand vous êtes citoyen français en Amérique du Nord, eh bien, vous avez des différences de fiscalité, donc vous payez de la CSG, CRDS si vous avez des revenus immobiliers. Alors, je sais que côté américain, le gouvernement américain, au travers de l'IRS, on peut le réintégrer pour le défiscaliser, mais imaginons que vous soyez retraité français aux États-Unis avec une petite retraite, ou au Canada avec une petite retraite, que ne vous payez pas d'impôts, eh bien, vous allez quand même payer votre CSG, CRDS en France. Donc ça, c'est inadmissible. Ensuite, on voudrait, sur la partie sécurité sociale, vous savez que quand vous rentrez en France, vous avez un délai de carence de 3 mois, donc à moins que vous trouviez un travail tout de suite. Donc, mais ça veut dire que pendant 3 mois, ben, vous n'êtes pas couvert par la sécurité sociale, ce qui n'est quand même pas normal, alors que vous avez travaillé dans le passé en France et que vous êtes un citoyen français. D'autant plus que si vous étiez un immigré illégal, vous auriez accès tout de suite à ce qui s'appelait la CMU et qui s'appelle la PUMA maintenant, alors qu'en tant que citoyen français, vous allez attendre 3 mois, donc il ne faut rien qui vous arrive pendant 3 mois, et ensuite vous allez devoir faire, j'ai regardé, des démarches administratives hyper compliquées pour obtenir votre retour à la sécurité sociale. Après, il y a d'autres aspects qui sont pour les gens qui ont quitté la France suffisamment tôt et qui n'ont pas les 10 années de cotisation, donc qui ne peuvent pas retrouver de sécurité sociale. Donc, ça concerne beaucoup de gens, par exemple, qui profitaient d'un voyage ou de vacances en France pour faire des soins préventifs, etc. Donc, tout ça a été balayé. Alors, c'était 15 ans, c'était 3 mois à l'origine, c'est passé à 15 ans et c'est revenu à 10 ans. Donc, nous, on est pour supprimer ce délai de carence de 3 mois et pour revoir ces fameux 10 ans et trouver quelque chose de plus proportionnel. Donc, voilà. Donc la fiscalité, je vous en ai parlé. Bon, il y a d'autres points sur la fiscalité un peu plus compliqués, par exemple pour les gens qui sont aux États-Unis, qui ont des cartes vertes et qui, au bout de 8 ans, ils ont une sorte d'exit tax, etc. Donc là, pareil,
personne n'en parle. Le député actuel n'en a jamais parlé. Donc, après, il y a un autre sujet. Donc, il y a le sujet des familles et de l'éducation. Alors là, l'éducation, c'est une grande nébuleuse puisque les établissements français de l'étranger sont gérés par un organisme d'État qui s'appelle l'AEFE, qui, a priori, est sous la coupe du ministère des Affaires étrangères. Donc, ça veut dire que ça ne fait pas partie de l'éducation nationale, ce qui est totalement anormal. Donc, on voudrait nous remettre ça dans l'éducation nationale, ce qui serait normal, parce que les diplomates ne sont pas là pour gérer des établissements scolaires à l'étranger. Et après, il y a un autre problème plus important, c'est le budget et les bourses. Le budget alloué aux établissements français à l'étranger n'a pas bougé depuis 2001. Il est toujours de 100 millions d'euros pour l'ensemble du monde. Il n'a jamais bougé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, donc depuis maintenant, donc on est en 2022, une vingtaine d'années, il est à la baisse. Il n'y a quasiment plus de budget. Donc, les écoles sont obligées de faire appel à des donateurs, etc. Enfin, j'en passe, c'est les meilleurs. Par contre, les frais de scolarité, eux, ils augmentent d'environ 6% tous les ans. Donc, un budget qui baisse, des frais de scolarité qui augmentent. Le prélèvement de l'AEFE sur ce que payent les parents dans ces établissements, qui est de l'ordre de 8%, et en plus qui ne va pas directement à l'AEFE, parce que ces 8%, ils vont au Trésor public, donc qui reverse tout ou partie à l'AEFE, ce qui fait que le ministère de l'économie et des finances est bien souvent obligé d'abonder l'AEFE pour que les établissements retrouvent du budget. Donc, nous, on voudrait supprimer cet organisme, l'AEFE. On voudrait réintégrer les établissements, la gestion des établissements français à l'étranger dans l'éducation nationale. Et ensuite, on voudrait réserver la part la plus importante aux élèves des familles françaises, parce que comme les coûts scolaires ont augmenté, les familles moyennes n'ont plus les moyens d'envoyer leurs enfants dans ces écoles, les familles moyennes à l'étranger, surtout dans des pays comme les États-Unis ou voire même le Canada anglophone. Donc le Québec, c'est un peu différent. Et par conséquent, on se retrouve parfois dans certains établissements avec 75% d'élèves de familles étrangères. Donc, vous voyez l'anomalie. Et donc, je dirais que là, le député sortant, il n'a jamais rien fait. D'ailleurs, il n'a jamais proposé une loi en faveur des Français de l'étranger. Et donc, il y a eu un abandon total des familles françaises à l'étranger, mais en particulier en malheureusement, le temps passe. Alors, on va être obligé de conclure, mais je voulais avoir un petit commentaire sur le choix du Premier ministre, qui est une femme. Donc, vous avez parlé du ministre de l'Éducation et puis du fait qu'on a supprimé le secrétaire d'État pour les étrangers, là. Elisabeth Borne. Et puis, en conclusion, j'aimerais avoir votre commentaire sur l'union des droites, parce que vous dites aujourd'hui la droite est disséminée, sans colonne vertébrale, éparpillée de toutes parts. Elle a besoin de se reconstruire, de se renouveler, de se rassembler. C'est surtout l'union des droites souhaitée par Éric Zemmour, dans laquelle je m'inscris pleinement. Donc là, j'aimerais que vous concluiez là-dessus. Donc un commentaire sur le choix du Premier ministre, et puis une conclusion. Écoutez, moi, sur le choix du Premier ministre, le fait que ce soit une femme, je trouve ça très bien, hein. Je veux dire, moi, je suis plus quelqu'un qui juge par rapport aux compétences qu'à rapport au genre, je veux dire, mais tant mieux. Je veux dire, on n'avait pas eu de femmes depuis Édith Cresson, donc moi, je trouve que les femmes ont parfois une vision un peu différente des situations, donc je trouve que c'est très bien, ça peut faire un bon équilibre, donc là, pas de problème. Ensuite, là où je suis un peu inquiet, c'est qu'elle se dit être une femme de gauche. Donc, va-t-elle mener une politique de gauche? Alors, à en juger avec son nouveau gouvernement, j'ai l'impression que oui, mais j'ai l'impression aussi que c'est un signal fort de déstructuration de l'histoire française et de la culture française. Et ça, c'est plutôt inquiétant. C'est plutôt inquiétant. C'est-à-dire qu'on va se retrouver d'un côté avec un gouvernement à tendance gauche et avec de l'autre côté un parti islamo-gauchiste qui va être à l'Assemblée. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, pas la peine que Mélenchon réclame d'être Premier ministre, il a son gouvernement. Ensuite, donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Maintenant, voilà, on jugera hein, de ce qui va se passer.
dans un avenir proche, mais je suis quand même inquiet. Sauf si, et je voudrais le rajouter, sauf si Emmanuel Macron a choisi Madame Borne pour des raisons de stratégie électorale. C'est-à-dire que comme il est en train de lorgner sur les électeurs de gauche de Mélenchon, peut-être a-t-il voulu donner un signal pour récupérer ses électeurs pour les législatives. Ce ne serait pas impossible de la part d'Emmanuel Macron et ce ne serait pas la première fois. Voilà. L'analyse est intéressante parce qu'elle a quand même travaillé comme directrice de cabinet pour Ségolène Royal, Oui, oui, conseillère pour longtemps. Jospin, à la ville de Paris pour Bernard Delanoë, pour Delanoë, Jacques Lang. Donc elle a ouais. vraiment beaucoup partagé les personnalités Ouais. de gauche. Bon, elle a surtout été, enfin, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais elle a surtout été une exécutante dans tous ces postes. Et voilà, voilà, elle Donc reste dans cette. ministre chargé des Transports, ministre de la Transition écologique et Oui, solidaire, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion dans le cadre du gouvernement Macron, quoi, depuis 2017. ouais. Voilà. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, Eric, c'est que ça ne l'a pas empêché de mettre à la porte sans indemnité 15 000 soignants pendant la Tiens, période Covid qui n'étaient pas vaccinés. Donc, pour quelqu'un de beaucoup gauche, occupée elle est un peu, parce elle a fait Polytechnique, elle est à l'école des ponts oui, et chaussées. oui, Elle s'est beaucoup occupée de transport à la RATP, à la SNCF. oui, Voilà. elle a fait la réforme de la SNCF, oui, qui s'est pas Alors, très l'Union bien. des droites, pour conclure. Alors, l'Union des droites, pour conclure, bien, je crois que quand on fait une photo du paysage politique français aujourd'hui, je vous disais, entre l'islamo-gauchisme de Mélenchon et le progressisme mondialisé à outrance de Macron, il est clair qu'il faut retrouver une droite qui est une droite telle qu'on l'a connue, comme le dit Éric Zemmour à l'époque du RPR, qui peut regrouper toutes les droites et faire ce qu'on appelle l'union des droites. Et moi, j'en appelle au bon sens, je suis comme Éric Zemmour, j'en appelle au bon sens des politiques de droite et des gens de droite pour nous rejoindre et de mettre de côté un petit peu leur carrière personnelle, politique, parce que c'est l'avenir de la France dont il s'agit. Et d'où l'intérêt, et c'est pour ça que je pense que ce soit bien qu'on soit un certain nombre de candidats issus de la société civile euh, qui ne manient pas la langue de bois comme beaucoup de politiciens. Et moi, ce que je souhaite, c'est que cette union des droites se fasse, mais je dirais que quelque part, je suis rassuré, elle se fera. Elle se Alors, fera et elle se fera sous peu. merci beaucoup pour cette entrevue Merci, exclusive, hein. Je suis merci très Eric. content, très honoré de vous avoir reçu. Mais on donne la parole à beaucoup de gens. On a reçu Maxime Merci Bernier, beaucoup. on a reçu Éric Duhaime et puis différents Oui, politiciens de partis locaux au Québec, là, Mario. oui, Enfin, voilà. Donc, c'est important de valoriser cette liberté d'expression et cette liberté dans la diversité. Alors, je rappelle que nous étions, mes chers amis, avec Alain Ouella, et qui est candidat pour... Comment? Welladj. Ah, Ouelladj, excusez-moi, j'oublie le J. Candidat pour Reconquête, pour la première circonscription, donc toute l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada et Québec. Et que donc il vient alors, peut-être pour dire qu'il vient mardi à Montréal, donc on est vendredi, donc mardi prochain. Est-ce que vous avez d'autres dates à dire? Oui, je serai à Montréal mardi, je serai mercredi soir à New York, et ensuite le 26, nous avons un débat avec un journal franco-américain, mais qui est aussi présent au Canada. Donc, je ne vais pas faire de la publicité sur votre antenne, mais tout simplement, je voulais vous remercier, Eric, parce que c'était très sympathique cette discussion, et je voulais remercier vos auditrices et vos auditeurs qui vont m'écouter. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, merci, messieurs, dames. À une prochaine fois.